Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Patrick Roger. Et l'invité ce matin, Charlotte Cobel, secrétaire d'État auprès de la Première ministre chargée de l'enfance. Bonjour Charlotte Cobel. Bonjour. Quelle situation des enfants en France? 1 sur 5 serait sous le seuil de pauvreté, violences et agressions sexuelles aussi, des chiffres toujours accablants. Autre question que nous allons aborder, que faire des mineurs isolés et puis les enfants des enfants sous le coup d'expulsion, que faire aussi des enfants de djihadistes, et puis nous évoquerons aussi l'enquête sur la transparence du patrimoine et les interrogations soulevées cette semaine à votre rencontre par le journal Libération. Commençons aussi en quelques mots sur le drame de Vaux-en-Velin cette nuit. 10 victimes dans un incendie, dont 5 enfants. Est-ce que vous avez quelques informations, vous, supplémentaires, complémentaires? Alors, une enquête évidemment pénale a été ouverte. Olivier Klein et Gérald Darmanin seront sur place, donc pas d'éléments supplémentaires. On peut imaginer évidemment qu'on est sur un immeuble peut-être avec fragilité, mais l'enquête le dira, je pense en tout cas évidemment aux familles et à ces 5 enfants qui ont manifestement péri dans cet incendie. C'est un drame, c'est effroyable, bien sûr. Oui, absolument. Donc on n'en sait pas plus pour l'instant. Alors ça nous amène aussi à la situation des enfants. Plus d'1 sur 5 vit sous le seuil de pauvreté. Plus de 42 000 sont sans domicile. Alors c'est pointé par l'UNICEF. C'est l'UNICEF qui pointe ce chiffre justement. Alors vous confirmez ou pas cet état des lieux? En réalité, c'est difficile d'avoir des chiffres très fiables. Quand on parle de sans domicile, on parle en réalité de situations très variables, avec du mal logement, avec évidemment un certain nombre d'enfants qui sont dans des campements, quelques-uns qui sont dans la rue. Tout ça est évidemment inacceptable. Dans le précédent quinquennat a été mis en place une politique très dynamique de bien logement et de mise à l'abri. On a aujourd'hui un nombre de places d'hébergement d'urgence totalement exceptionnel, 197 000 places, mais il y a encore beaucoup à faire et voilà, on est très engagé. Quels sont les secteurs les plus concernés? Alors je sais qu'il y a Mayotte par exemple aussi, qui est avec beaucoup d'enfants là-bas qui sont à la rue, mais est-ce qu'il y a des endroits, des quartiers plus Alors, touchés? vous avez raison de dire que 3/4 des départements n'ont aucune difficulté en matière de logement. On est bien sûr très concentré dans les grandes zones urbaines, nos grandes villes françaises, et puis quelques exceptions ultramarines. On a un sujet évidemment à Mayotte et un sujet en Guyane qui se voit peut-être moins, mais d'immigration et donc de difficultés d'hébergement. Oui, c'est ça. Charlotte Cobel, qu'est-ce que vous pouvez mettre en place? Alors, on a mis en place avant même la trêve hivernale, Olivier Klein et moi-même qui avons été alertés très légitimement par les associations sur le nombre d'enfants dits à la rue, c'est-à-dire en campement et mal logés. On a mis en place un dispositif national de suivi avec les associations et on a renforcé les dispositifs territoriaux auprès des préfets pour que les familles soient priorisées. Le 115, les effectifs ont été renforcés et on a obtenu une augmentation du budget de l'État pour que le nombre de places d'hébergement d'urgence soit renforcé, en tout cas ne soit pas diminué. Pourquoi il y avait une prévision de diminution? C'était parce que l'idée c'était d'avoir des logements durs plutôt que des logements provisoires. Mais vous le savez, le BTP a fait prendre du retard à un certain nombre d'opérations de logement, donc voilà. Mais donc des opérations très concrètes. Par ailleurs, évidemment, avec le grand froid, le lancement du plan grand froid, l'ouverture de lieux réquisitionnés par les préfets, des maraudes supplémentaires pour aller chercher les familles. Donc on est mobilisé tout le temps avec Olivier Klein sur ce sujet. Et puis il y a une autre mobilisation, ce sont aussi les enfants victimes de violences, et violences aussi parfois sexuelles. Vous avez dénoncé, j'ai vu, une épidémie silencieuse, c'est-à-dire en fait, je constate que quand je donne les chiffres, les gens sont surpris. Oui. Mais passe assez vite à la question suivante. Il y a comme un malaise tous les 5 jours, un enfant meurt, c'est ça? Dans son environnement familial, sous les violences. Sous les violences, oui. Donc il y a tous les 5 jours. Voilà. On a une augmentation de la mortalité infantile, on a un doublement des bébés secoués en sortie de crise sanitaire, donc on a des mécanismes de violence physique et des mécanismes de violence sexuelle. On a du mal à faire prendre conscience aux gens de ça. Il y a comme une espèce de contradiction dans notre pays où on se dit qu'on aime nos enfants et où on a des chiffres aujourd'hui encore effroyables. Oui. Et là, qu'est-ce que vous pouvez faire? Alors d'abord, le dire et le redire. D'autre part, en faire une priorité du gouvernement. On avait effectivement dans le gouvernement précédent un plan de lutte contre les violences faites aux enfants. La Première ministre a redit que c'était une priorité. Gérald Darmanin a annoncé la création d'un office de police dédié à ça. Cet office sera accompagné d'ailleurs d'une circulaire de politique pénale par le garde des Sceaux. On a décidé de l'installation d'une unité d'accueil pédiatrique dans tous les départements pour pouvoir entendre la parole de l'enfant
encore mieux que ce que nous faisons maintenant, puisque vous savez que c'est compliqué d'entendre un enfant sur notamment des sujets d'agression sexuelle. On renforce l'accompagnement de l'ensemble des professionnels en créant une plateforme téléphonique pour que les maîtresses d'école, les professeurs de sport, l'encadrement périscolaire puissent appeler et parler des doutes, parce qu'on a un problème évidemment de signalement, notamment aussi dans la médecine libérale. Donc une action auprès des professionnels pour mieux repérer ces enfants, une amélioration de leur accompagnement, et puis la lutte contre les auteurs. Voilà. Oui, c'est ça. Charlotte Caubel, qu'en est-il aussi des mineurs isolés ? Gérald Darmanin a annoncé cette semaine vouloir mettre fin à l'enfermement des mineurs en centre de rétention dans sa nouvelle loi d'immigration. Alors, c'est plus global, évidemment. Quand on parle des mineurs en centre de rétention administrative, c'est des mineurs qui accompagnent leur famille, qui ne sont pas isolés. Absolument. On est d'accord. Donc là, il y a cela d'un côté, et puis de l'autre, en fait, les mineurs Alors, isolés. d'abord, permettez-moi de saluer cette disposition dans le texte du gouvernement qui va permettre d'éviter que des enfants se retrouvent dans des lieux de privation de liberté du fait de la situation de leurs parents. Donc ça, c'est quand même, pour le droit de l'enfant, les droits de l'enfant, une très bonne nouvelle. Sur les mineurs non accompagnés, donc qui sont des mineurs qui se présentent sur notre territoire sans accompagnement parentaux, beaucoup de dispositions ont été prises dans le précédent quinquennat, notamment dans la loi du 7 février 2022 sur la protection de l'enfance, puisqu'on est dans le champ de la protection de l'enfance. Donc il n'y aura pas de disposition à ce stade dans le projet de loi du gouvernement, parce que nous avons déjà beaucoup de choses à mettre en œuvre pour les prendre en charge le mieux possible. Alors il y a les structures aussi par l'aide sociale à l'enfance, et certaines sont décriées. Alors parfois c'est le privé qui s'en occupe. Qu'est-ce que vous pouvez faire là ? Alors on a énormément d'acteurs qui s'occupent des enfants en danger ou en situation évidemment complexe dans leur famille. La difficulté qu'on a aujourd'hui, c'est qu'il faut mieux encadrer et mieux contrôler ces acteurs. On a eu évidemment, j'imagine que vous évoquez ça, une situation en Eure-et-Loire la semaine dernière. Qui a été pointée dans le Canard enchaîné. Donc un lieu de vie, c'est une petite unité où on essaye d'accueillir au mieux, au plus près des besoins de l'enfant, des enfants qui sont parfois en situation complexe, on pourra y revenir. La difficulté, c'est qu'il y a une multiplication des initiatives, puisque c'est essentiellement porté par des associations, et qu'il appartient aux départements qui sont chefs de file de cette politique, et à l'État d'assurer un meilleur contrôle. J'ai demandé une enquête flash pour vérifier la situation des établissements et vérifier qu'ils sont bien autorisés, parce qu'ils doivent être autorisés par l'administration. Et puis, on va renforcer les contrôles, on va renforcer l'encadrement de ces structures. Mais ne jetons pas l'opprobre sur toutes les structures. Toutes les structures. Il y a des gens formidables. On a l'impression aussi qu'il y a un emballement, comme si c'était en fait un marché autour de ça. Il y a une forte pression. Il y a une forte pression. Il faut savoir que dans certains territoires, en sortie de crise sanitaire, on a une augmentation de plus de 10% des placements en protection de l'enfance. Et donc il y a une forte pression sur les départements qui cherchent des solutions les plus adaptées. Les violences intrafamiliales conduisent à des placements d'enfants. Donc qui cherchent des solutions. Et effectivement, j'ai été quand même très surprise de voir arriver dans ce dossier une entreprise. On n'avait pas le secteur lucratif sur ce sujet-là. J'y serai très vigilante, parce qu'il est hors de question que la protection de nos enfants les plus vulnérables devienne maintenant, pardonnez-moi l'expression, mais un business. Il y a eu aussi un débat pour les enfants délinquants sur les maisons de redressement de nouveau. Qu'en est-il ? Vous voulez dire sur les centres éducatifs fermés ? Les centres éducatifs fermés. Effectivement, il y a eu un rapport du Sénat qui a été sorti sur les centres éducatifs fermés. C'est un sujet évidemment qui relève du ministère de la Justice plus que de ma compétence. Personnellement, vous savez, j'étais directrice de la protection judiciaire de la jeunesse. Dans ces centres éducatifs fermés qui sont des alternatives à la prison, nous avons des équipes formidables d'éducateurs, nombreuses, pluridisciplinaires, qui accompagnent ces enfants pour éviter le pire, c'est-à-dire la prison et la récidive. Oui, aujourd'hui aura lieu une conférence sur le Conseil national des droits de l'homme au sujet des mineurs concernés par les retours de zone, autrement dit les enfants de djihadistes. Quelle est la position du gouvernement ? En tout cas, la position du gouvernement est très claire. Ces enfants n'ont pas choisi la radicalité de leurs parents, et ces enfants, pour autant qu'ils soient français évidemment, doivent être protégés et doivent rentrer. D'ailleurs, le gouvernement a déjà beaucoup fait. Nous avons aujourd'hui 265 enfants qui sont rentrés sur notre territoire et qui sont pris en charge dans une prise en charge
très complète, santé, éducation nationale, justice, pour évidemment les accueillir après les traumatismes qu'ils auront vécus sur le territoire syrien. Donc c'est notre politique. Après, nous sommes dans un espace, enfin dans une terre de combat, avec des mouvements armés, avec des mouvements entre la Syrie, la Turquie, etc. Tous les retours sont compliqués. Ce sont des opérations militaires C'est complexes. du cas par cas. Non, le cas par cas, c'est nécessairement du cas par cas, parce qu'il faut vérifier que l'enfant est français et qu'il doit rentrer parce qu'il est français. Ça, de toute façon, c'est du cas par cas. Mais les opérations, effectivement, c'est une opération après l'autre, en fonction des conditions de sécurité, à la fois des enfants là-bas et des personnes, mais aussi de nos professionnels de l'armée, de la sécurité extérieure, qui interviennent dans des conditions extrêmement complexes, il ne faut pas l'oublier. Oui. Charlotte Cobel, dans l'actualité aussi, il y a un auteur de BD, Bastien Vives, qui a été déprogrammé du festival d'Angoulême après une levée de bouclier de plusieurs associations qui l'accusent de faire la promotion de la pédocriminalité, de l'inceste à travers ces BD. Vous approuvez, vous, cette annulation de l'exposition ou pas ? Alors, j'ai pas trop à me prononcer sur cette exposition. Mais vous êtes secrétaire d'État en charge de l'enfance. Oui, tout à fait. Non, je vais me prononcer sur la suite, par contre. Oui. Sur l'exposition, je ne sais pas exactement ce qu'il y avait dedans. Oui. Et je n'ai pas à me prononcer sur le fait qu'Angoulême ait pris cette partie. Par contre, je suis évidemment, je prends acte du fait que Bastien Vives a mesuré l'impact de ses dessins et de ses propos sur les très nombreuses victimes d'inceste que nous avons dans notre pays. Une personne sur 10. Vous entrez dans une classe aujourd'hui, vous avez probablement 2 enfants qui subissent l'inceste. C'est une situation très grave, très traumatisante, et Bastien Vives a, lui, s'est excusé, compris l'impact, la violence de ses propos et de ses dessins sur ces victimes devenues majeures, puisque évidemment ces bandes dessinées ne sont accessibles qu'aux majeurs. Pour autant, et ça je l'ai dit, un certain nombre de ces dessins continuent à être accessibles et continuent à être en vente. Pour moi, ils constituent, je le pense, des images mettant en scène des enfants dans des situations pornographiques qui relèvent du code pénal. La justice aurait été saisie d'une plainte. En tout cas, c'est à elle aujourd'hui de se prononcer sur le caractère légal ou illégal d'un certain nombre de dessins qui sont encore accessibles. Oui, d'accord, donc c'est votre position. Charlotte Cobel, le journal Libération a publié un article cette semaine s'intéressant à votre patrimoine. Parce que, évidemment, il y a tout le débat autour de la transparence de la vie publique sur des affaires justement de patrimoine. Patrimoine où vous déclarez environ 30 000 euros. Le journal s'interroge sur votre passé professionnel et puis votre situation maritale d'épouse d'un grand patron. On va le citer, c'est Alexandre Bompard, le patron de Carrefour. Qu'est-ce que vous répondez à Libération ? Alors, très logiquement, comme tout membre du gouvernement, j'ai procédé à mes 2 déclarations de patrimoine et d'intérêt quand j'ai pris mes fonctions à la demande du président et de la première ministre. La HATVP, la haute autorité en charge de ça, a validé mes 2 déclarations et a donc considéré que les éléments que vous connaissez constituent les éléments qui doivent être rendus publics. Toutes les autres questions, la façon dont je gère mon patrimoine, mes revenus, relèvent en réalité de ma vie privée et de la vie privée de ma famille. Oui. Bon, donc vous estimez qu'on va trop loin, alors justement, dans cette volonté de transparence aujourd'hui, dans notre société ? Moi, je trouve que les gens ont le droit de se poser des questions et ont le droit de me poser des questions. Après, il y a un seuil où on doit rendre des comptes, c'est les règles de transparence de la vie publique. D'autres questions relèvent de ma vie privée et j'estime que je n'ai pas nécessairement à y répondre. Ouais. Merci Charlotte Cobel, secrétaire d'État auprès de la Première ministre en charge de l'enfance, qui était l'invitée ce matin de Sud Radio. Dans un instant, on va continuer les débats. Éric Nolot et Guillaume Bigot, et puis vos appels 0826 300 300 jusqu'à 9h.